Imaginez un haut sommet blanc comme neige, entouré de légendes et d'histoires effrayantes. C'est le pic Lénine, dans les Pamirs, un endroit où se rencontrent non seulement le courage et les rêves des alpinistes, mais aussi le pouvoir inexplicable, presque mystique, de la montagne. Des disparitions étranges de groupes entiers, des camps détruits en quelques secondes, des athlètes expérimentés, disparaissant sans laisser de traces sur des sentiers familiers. Tout cela ressemble à l'intrigue d'un film d'horreur, mais cela s'est produit dans la réalité. Au royaume des neiges éternelles et des vents cycloniques, on dit souvent que c'est la montagne elle-même qui choisit ceux qui reviendront et ceux qui resteront à jamais dans les gorges froides. Et chaque année, en gravissant ces pentes dangereuses, les alpinistes se demandent involontairement: n'y a-t-il pas un autre mystère qui les attend dans les hauteurs silencieuses et qui les emportera sans laisser de réponse? Le pic Lénine, situé dans les Pamirs et connu aujourd'hui sous le nom de pic Abou Ali Ibn Sina, a été nommé à l'origine en l'honneur de Vladimir Lénine au début de l'ère soviétique. Le nom officiel a été approuvé en 1928, lorsque le pays était à la recherche de symboles, des réalisations révolutionnaires, et préférait donner à de grands objets naturels le nom de dirigeants. Depuis lors, le pic Lénine est devenu l'un des 7000 les plus emblématiques de l'Union soviétique, où affluent des alpinistes du monde entier. Bien que la montagne ne soit pas considérée comme techniquement la plus difficile, sa haute hauteur et son climat imprévisible ont conduit à plusieurs reprises à des tragédies. Certaines de ces histoires ont été largement médiatisées, tandis que d'autres sont restées à moitié oubliées, voire sont tombées dans l'oubli. L'un des épisodes les moins connus est la mort mystérieuse de 3 touristes en 1980. Puis, à la fin de l'été, un modeste groupe composé de 2 hommes et d'une jeune fille a décidé non seulement de faire une ascension en montagne, mais aussi d'emprunter une voie indépendante unique depuis le versant sud du pic. En fait, il ne s'agissait pas d'alpinistes professionnels, au sens classique du terme. Les 2 hommes travaillaient comme ingénieurs, et la jeune fille enseignait à l'Institut d'éducation physique. Cependant, ils avaient l'expérience des treks de 5e et 6e catégorie de difficulté dans le Caucase et le Tian Shan, ce qui leur permettait de compter sur le succès avec suffisamment de précautions. On raconte que le premier signe que les choses ne se passaient pas comme prévu fut des conversations mystérieuses dans l'un des camps intermédiaires. Le trio a été vu tard dans la soirée. Ils semblaient épuisés, mais excités. Ils ont mentionné un ancien sentier le long des corniches de glace qui promettait de raccourcir le temps et de voir des paysages uniques. Des alpinistes expérimentés des groupes voisins les ont dissuadés de cette idée, affirmant que l'itinéraire n'avait pas été testé et qu'il pouvait s'avérer extrêmement dangereux. Mais les aventuriers les écartent en leur assurant qu'ils disposent d'une carte détaillée et qu'ils ont déjà escaladé des pentes similaires. Le temps était plus ou moins favorable lorsque le groupe a quitté le camp au petit matin et s'est dirigé vers le nouveau tronçon du sentier. Personne n'a vu comment ils ont voyagé, ni où ils se sont arrêtés pour la nuit jusqu'au soir. On peut supposer qu'ils devaient arriver en ligne droite au camp d'altitude en quelques jours. Cependant, le lendemain ou le surlendemain, personne ne les a vus approcher. Les tentatives remises de contact par radio ont été infructueuses. Le signal était interrompu ou n'était pas reçu du tout. Le premier soupçon de problème est apparu environ 3 jours après leur départ. L'équipe de secours expérimentée s'est mise à la recherche des voyageurs, s'attendant à les trouver quelque part dans une fissure enneigée, avec des engelures, mais vivants. Cependant, tous les points de repère, tels que les feux de camp ou les empreintes de pas dans la croûte de neige, ont disparu sans laisser de traces. Le 4e jour, ils ne trouvèrent que le sac à dos de la jeune fille.
soigneusement appuyé sur un morceau de glace. À l'intérieur, son carnet de notes et quelques outils pédagogiques, aucun signe de panique. Au contraire, les notes semblaient être celles d'un journal intime. Clair aujourd'hui. Je suis allé en hauteur, puis une falaise. Aucune trace alarmante, comme si le sac à dos avait été laissé pour un court repos. Plus tard, lorsque les sauveteurs ont examiné des parties plus inaccessibles de la pente, ils sont tombés sur une vieille rambarde de cordes à peine visible, qui avait été utilisée par quelqu'un il y a longtemps. Mais il est apparu qu'ils avaient traversé des éboulis et des zones fissurées. Il y avait des traces d'un feu de camp, peut-être un séjour d'une nuit, mais pas de corps, ni d'autres équipements. On pensait que si les randonneurs avaient été tués dans un éboulement ou une avalanche, au moins quelques-uns de leurs effets personnels auraient survécu à proximité. Mais rien ni personne n'a été retrouvé. De l'avis général, c'est comme si les gens s'étaient volatilisés. Certains ont supposé que le groupe avait été entraîné dans une profonde crevasse et submergé par la glace. D'autres ont parlé d'une tempête soudaine qui aurait tout recouvert, détruisant toute trace. Cependant, les guides locaux ont noté un détail étrange. À cette époque, aucune grande tempête de neige n'a été enregistrée. Le temps était en effet inhabituellement plat. Certains ont pensé qu'ils s'étaient peut-être égarés et qu'ils avaient là dévié de leur chemin en essayant de trouver une route panoramique et qu'ils s'étaient retrouvés dans un cul-de-sac. Mais alors, pourquoi ont-ils laissé le sac à dos derrière eux et pourquoi? Les rapports officiels n'ont fait que reconnaître la perte, déclarant que le décès était présumé être survenu à la suite d'une urgence anormale. Cette histoire n'a guère été couverte par les médias, éclipsée par une autre tragédie très médiatisée sur une route voisine où plusieurs athlètes célèbres ont trouvé la mort. Et le sort de 3 amateurs est passé d'autant plus inaperçu. Certains anciens et vétérans de l'alpinisme ne l'évoquent que dans un cercle restreint, affirmant avec des trémolos dans la voix que la montagne n'a sans doute pas voulu ramener ces personnes. Le pic Lénine, malgré sa réputation moins intimidante que d'autres sommets de 7000 mètres, se révèle parfois beaucoup plus mystérieux et imprévisible. Au fil des ans, la légende des 3 touristes disparus s'est transformée en rumeur. On dit que quelqu'un a trouvé d'étranges marques dans la neige, dans la partie supérieure du glacier, comme si une tente y avait été plantée, et qu'au-dessus de la tente pendait une étrange arche de glace, qui a été comparée à une porte vers nulle part. D'autres ont affirmé avoir entendu des cris de fantômes en fin de soirée, mais cela a été mis sur le compte du jeu du vent et de la tromperie de Louis. Quoi qu'il en soit, l'histoire n'a jamais été suivie d'effet et aucun fait précis n'a été rapporté. L'un des exemples les plus dramatiques est l'ascension du pic Lénine, aujourd'hui connu sous le nom de pic Abu Ali Ibn Sina, en août 1974. Une équipe de femmes, dirigée par Elvira Chataïeva, a atteint le sommet, mais a péri lors de la descente, les 8 participants étant à la merci d'éléments imprévisibles. L'expédition avait été constituée pour démontrer les possibilités de l'alpinisme féminin soviétique. À l'époque, certains pensaient que les femmes ne pouvaient pas rivaliser avec les hommes dans des conditions de montagne extrêmes, tandis que d'autres estimaient que même à des altitudes supérieures à 7000 mètres, une équipe de 8 sportives expérimentées pouvait agir de manière tout aussi professionnelle que les équipes masculines. Elvira Chataïeva, la chef du groupe, avait une grande expérience de l'escalade et s'efforçait de former une équipe soudée où chaque participante connaissait ses responsabilités et se sentait soutenue par les autres. Dès le début, la randonnée s'est déroulée comme prévu. Après avoir établi un camp de base à une altitude relativement basse, les alpinistes ont effectué des marches d'acclimatation, déplacé certains équipements vers des camps intermédiaires et se sont préparés à l'assaut final. Bien que la météo des premiers jours d'août ait été changeante,
elle ne semblait pas dangereuse. Les montagnes gâtent souvent les alpinistes avec de courts intervalles de calme relatif. Lorsque Chataeva et son groupe atteignent la dernière partie de l'itinéraire, rien ne laisse présager un désastre. Il ne faut que quelques nuits au jour pour atteindre le point tant convoité. Le sommet du pic Lénine a été conquis par les femmes, un triomphe haut en couleur, compte tenu de la complexité technique et psychologique de l'alpinisme de haute altitude. Cependant, dès les premiers pas en arrière, nous avons commencé à ressentir une anxiété croissante. Le temps a soudainement commencé à changer de façon spectaculaire. Les montagnes, calmes pendant la journée, se sont transformées en véritables ouragans dans la soirée. Le vent a atteint des valeurs extrêmes, la température a chuté rapidement et des torrents de neige ont commencé à balayer tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les alpinistes tentent de ne pas paniquer. Ils ont essayé de communiquer par radio avec d'autres groupes et d'éventuels sauveteurs. Les messages d'alarme concernant la tempête grandissante et la détérioration brutale de l'état des jeunes filles ne sont parvenus que par des bribes de phrases. L'altitude de plus de 7000 mètres met l'organisme à rude épreuve. L'hypothermie se développe rapidement et le manque d'oxygène nuit à la coordination et réduit la conscience. Restées sur les corniches et les arêtes du pic, les femmes ont tenté de construire des abris temporaires, mais la tempête a démoli les tentes, recouvert les pentes d'une neige épaisse et coupé les chemins vers des endroits plus sûrs. À un moment donné, elles ont décidé de s'arrêter, espérant que la tempête se calmerait un peu. Cependant, le blizzard s'est intensifié et le contact avec les camps inférieurs a été perdu. Dans des conditions de visibilité presque nulles, de gel intense et de rafales d'ouragans, il était presque impossible de descendre. Toute tentative de mouvement menaçait de tomber dans des crevasses inconnues ou de provoquer des éboulements. Après quelques jours, le mauvais temps s'est calmé. Lorsque les équipes de secours ont pu grimper jusqu'à l'endroit présumé où se trouvaient de Chataeva et ses compagnons, les 8 participants gisaient déjà sur place, sans aucun signe de vie. Les rapports officiels ont indiqué que la cause de la mort était l'hypothermie combinée à un épuisement physique complet. Prises dans le piège mortel du cyclone, les femmes n'ont pu ni reprendre une route plus sûre, ni attendre les secours. Les montagnes ne leur ont tout simplement pas donné de seconde chance. Cette tragédie a eu un grand retentissement en URSS et à l'étranger. De nombreuses personnes se sont interrogées: auraient-ils pu prévoir la tempête et retarder la descente? Ou auraient-ils pu choisir un autre itinéraire pour éviter la zone où la tempête faisait rage? Les sauveteurs auraient-ils dû prendre des mesures d'évacuation plus risquées? Mais tous ces armes-ci sont souvent inutiles dans les situations extrêmes. L'alpinisme de haute montagne est un domaine où une mauvaise décision ou la confluence de plusieurs facteurs défavorables peut avoir des conséquences fatales. Le souvenir d'Elvira Chataeva et de ses amis est fermement ancré dans l'histoire de l'alpinisme soviétique et mondial. D'une part, cette expédition a prouvé qu'une équipe féminine est capable de faire de l'escalade et d'atteindre de grands sommets sans l'aide des hommes. D'autre part, l'issue tragique a été une leçon amère, même sur des itinéraires connus et avec un temps apparemment stable. Les montagnes restent imprévisibles. La moindre minute de retard, la moindre surestimation de ses propres forces et l'élément puissant emporte la vie de personnes qui ne rêvaient que de se dépasser. Depuis lors, le pic Lénine a été traité avec encore plus de respect. Les expéditions féminines ont continué à planifier des ascensions, mais leurs préparatifs comprenaient des exigences plus strictes en matière de prévision météorologique, de communication radio et de planification des évacuations. L'histoire de la mort de 8 alpinistes soviétiques est devenue un symbole de bravoure et du prix élevé qu'il faut parfois payer pour de tels exploits. L'été 1990 a été exceptionnellement calme en montagne.
Les météorologues annonçaient un temps favorable et des équipes de différents pays se préparaient donc déjà à l'ascension. Le camp principal est installé sur un pittoresque plateau verdoyant au pied du pic Lénine, où s'écoulent les ruisseaux issus de la fonte des glaciers. De là, il y avait plusieurs étapes d'ascension vers le sommet, avec des camps intermédiaires. Les organisateurs de l'expédition étaient sûrs que l'itinéraire était bien testé. Ils avaient en fait le plein d'équipements et de provisions et avaient invité des instructeurs expérimentés. Tout semble se dérouler comme prévu. Des 4 coins de l'Union soviétique et des pays voisins arrivent des alpinistes décidés à conquérir une montagne, tout simple au regard des standards de la haute montagne. Cette réputation rendait le pic Lénine particulièrement attrayant. Aucune escalade super compliquée n'était nécessaire. Il suffisait d'une bonne expérience, de persévérance et d'une acclimatation adéquate. Plongés dans des conversations sur les tactiques, les nouveaux grimpeurs et les nouveaux vélos, les gens s'installaient dans le camp, attendant de nouvelles instructions. En outre, des athlètes de Tchécoslovaquie, d'Allemagne, d'Israël, de Suisse, d'Espagne et d'Italie sont arrivés sur la montagne en même temps que les groupes soviétiques. L'ambiance générale est à la joie et à l'inspiration. Personne n'avait encore deviné que dans quelques jours, le sommet, qui semblait accueillant, montrerait un tout autre visage. Il y aurait des traversées de glaciers éprouvantes, un changement de temps inattendu et le matin même qui changerait tout. Des préparatifs calmes de l'ascension à un effondrement à glacer le sang dont la communauté des alpinistes parlerait pendant des années. Tout a commencé vers 5300 à 5500 mètres, là où les alpinistes installent généralement un camp intermédiaire. Ce niveau leur permet de s'habituer à l'air raréfié et de se reposer avant de poursuivre leur ascension. À la mi-juillet 1990, il y avait déjà plus de monde que prévu. Certains groupes étaient retardés par la nécessité de s'habituer à l'altitude, tandis que d'autres prévoyaient un déplacement rapide vers un terrain plus élevé. Les Tilitandoli sont proches les unes des autres et l'excitation générale ne faiblit pas, même le soir. Les athlètes discutent, échangent des prévisions météorologiques et préparent leur équipement. D'après les souvenirs des témoins oculaires, la nuit du 13 juillet a été calme. Au matin, il n'y avait pas de signes évidents d'une éventuelle chute de glace, pas de craquements bruyants, de fissures visibles ou d'énormes éboulements dans la zone de visibilité. Pourtant, la montagne cachait une masse de glace colossale qui semblait prête à se détacher à la minute même. L'heure exacte de la catastrophe varie d'un rapport à l'autre, approximativement entre 6 et 7 heures du matin. Un grondement sourd et roulant a retenti dans tout le glacier. Avant que les gens ne réalisent ce qui se passait, une avalanche de neige et de glace s'est abattue sur le camp. D'énormes blocs de glace et de neige ont dévalé des hauteurs, ensevelissant des dizaines de tentes. Les témoins qui ont eu la chance de se trouver un peu plus haut sur la route ou sur le côté ont décrit le spectacle comme un immense mur blanc qui a tout balayé autour d'eux en quelques secondes. Ceux qui ont survécu à la périphérie sont restés sous le choc. Le camp a disparu sous une couche de glace de plusieurs mètres. Une rafale de vent provoquée par la puissante descente a littéralement fait tomber plusieurs alpinistes et de petits éclats de glace leur ont griffé le visage et les mains. Réalisant immédiatement que des dizaines de personnes avaient été abandonnées sous les décombres, les survivants se sont empressés de creuser pour dégager les débris. Mais ils se sont vite rendus compte que la tâche était presque impossible. L'épaisseur du glacier déplacé et de la neige compactée était trop importante. Les pelles, les piolets et les crochets ne suffisent évidemment pas. Les trous profonds creusés par les sauveteurs au cours des premières heures n'ont donné aucun résultat, où ils n'ont trouvé que des morceaux de tente
et des effets personnels glacés. Dans de telles conditions, il était extrêmement difficile d'agir. L'altitude de plus de 5000 mètres, l'air raréfié, un sérieux défi en soi. Les alpinistes devaient aussi respirer avec précaution, faire des pauses de fréquentes pour ne pas s'évanouir de fatigue et de manque d'oxygène. Beaucoup d'entre eux ne disposaient même pas de détecteurs d'avalanche spéciaux ou d'équipements capables d'analyser l'épaisseur de la glace. Bientôt, les premiers renforts sont arrivés du camp inférieur. Les gens, qui avaient appris la catastrophe comme par radio, ont commencé à remonter aussi vite que possible. Mais même les commandements extérieurs ne pouvaient pas changer la situation de façon spectaculaire. Le glacier restait trop vaste et le temps pouvait changer à tout moment, ce qui rendait les sauvetages difficiles. Certains participants se souviennent qu'à leur arrivée, il régnait un silence oppressant. Il était clair qu'il y avait peu de chances d'extraire des survivants sous un tel volume de glace. Néanmoins, les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Les sauveteurs ont creusé des puits profonds, se déplaçant constamment dans le massif, dans l'espoir de trouver des signes de vie. Ils trouvent des fragments de tentes, emportés à des dizaines de mètres du site d'origine, des photos personnelles, des journaux intimes et des fragments de matériel. Ce n'est qu'après un certain temps que les corps des victimes ont été retrouvés. Il a été confirmé que plus de 40 personnes, des alpinistes de différentes nationalités, avaient péri dans la catastrophe. Les opérations de sauvetage se sont achevées fin juillet, mais certains corps sont restés profondément enfouis dans le glacier. Il était impossible de les extraire sans équipement spécial, et les hélicoptères, à une telle altitude, ne pouvaient même pas effectuer le vol stationnaire nécessaire pour des opérations de grande envergure. Les proches des victimes ont dû rassembler des documents et attendre les rapports d'identification officiels, ce qui a duré de nombreuses semaines, voire des mois. Pour tenter d'expliquer cette tragédie, les experts ont pris en compte différents facteurs. Selon eux, la glace des couches supérieures aurait pu se fissurer sous l'effet des variations de température et le long dégel aurait imperceptiblement fragilisé la structure du massif. L'activité microsismique pourrait avoir joué un rôle. Les versions se sont multipliées, mais aucune opinion précise et unifiée ne s'est formée. Le Pamir est un système complexe de montagnes et de glaciers où, hélas, de telles catastrophes peuvent survenir soudainement. Au cours de l'été 2001, l'un des incidents les plus étranges et les plus inexplicables de l'histoire de l'alpinisme s'est produit sur le pic Lénine. Un groupe de 4 personnes, 2 Russes, un Espagnol et une Polonaise, a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que quelques détails mystérieux. Il s'agissait d'athlètes expérimentés, avec un palmarès impressionnant, et l'itinéraire choisi était considéré comme assez classique. Acclimatation au camp de base, installation des tentes et du ravitaillement au camp d'altitude, puis tentative de sommet, qui surprend rarement les équipes expérimentées. D'après les souvenirs des alpinistes qui ont vu le groupe début juillet, il n'y avait aucun signe de difficulté. La météo, bien que changeante, n'était pas catastrophique, et les disparus semblaient confiants dans leur capacité. Après le camp de base, ils sont montés au camp d'altitude, où ils ont installé 2 tentes, en y laissant des brûleurs, de la nourriture et des sacs de couchage. Ils devaient passer quelques jours à s'acclimater avant d'entamer la dernière partie de l'itinéraire. Le soir du 11 juillet, dans le camp au pied du pic Lénine, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas eu de radio. Personne ne s'inquiète tout de suite. Le mauvais temps aurait pu retarder le groupe et ils auraient pu se réfugier sous les tentes en attendant de meilleures conditions. Pourtant, 24 heures passent, puis une autre, sans qu'aucun signal ne soit émis par les alpinistes. Il a alors été décidé de faire venir des sauveteurs.
Lorsque l'équipe de recherche s'est rendue au camp d'altitude, les tentes Iju étaient intactes. Pas de bois flottant, pas de traces d'avalanche. À l'intérieur des tentes, tout était à sa place. Même le matériel n'avait pas été déchiré. Comme si des personnes étaient sorties 1 minute et n'étaient jamais se revenues. L'inquiétude est restée d'autant plus grande qu'à proximité, sur la neige, il y a les traces de plusieurs personnes sur une certaine distance, mais après quelques dizaines de mètres, elles sont perdues, comme si elles avaient donc été emportées par le vent ou qu'elles avaient continué sur de la glace très dure. Plus étrange encore, le sac à dos de l'un des Russes était soigneusement posé sur une corniche, à 200 mètres des tentes, comme s'il avait été laissé à dessein et sans signe de lutte. Quelques jours plus tard, un carnet à peine lisible, détrempé par la neige, a été trouvé dans la zone de recherche. Il n'y avait que quelques mots à propos de « quelques lumières » en haut de la pente, après quoi la phrase a été coupée. Il n'y a pas d'explication à ce jour. Certains témoins pensent que les alpinistes ont rêvé d'étranges lanternes ou d'un mirage caractéristique de la haute montagne. D'autres pensent qu'il s'agit d'une hallucination due au manque d'oxygène. En pratique, aucun des groupes voisins n'a confirmé avoir emprunté l'itinéraire vers cette zone au bon moment. Pendant plusieurs semaines, les sauveteurs ont parcouru les environs, seuls ou avec des chiens, par beau temps et dans les tempêtes de neige. Des théories ont été émises sur une avalanche, mais aucun signe évident d'avalanche n'a été trouvé. On a parlé d'un égarement fatal sur une partie inconnue de la pente ou d'une détérioration brutale du temps, mais les tentes étaient intactes et il y avait peu de signes de givre. Certains ont souligné la structure particulière du glacier, où des crevasses auraient pu être dissimulées, mais rien ne ressemble à du matériel ou à des vêtements tombés dans les failles supposées dans lesquelles les personnes auraient pu tomber. Les rumeurs de lumière brillante et le comportement étrange du groupe ont donné lieu à des spéculations mystiques. Les alpinistes seraient tombés dans une zone anormale, auraient suivi un appel mythique et perdu le contact avec la réalité. Certains l'ont associé à des légendes sur des phénomènes fantomatiques, d'autres ont pensé que les personnes étaient simplement sous l'influence du mal des montagnes et qu'elles avaient pris des mesures illogiques. Quoi qu'il en soit, les corps n'ont jamais été retrouvés. Il n'existe aucun document sur ce qu'ils sont devenus après avoir quitté les tentes. Ces rapports officiels ont qualifié ce qui s'est passé de urgence possible et ont suggéré que les disparus ont été emportés par une avalanche ou un glissement de glace, ou qu'ils sont tombés dans une crevasse. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée. En conséquence, la version s'est restée ouverte et les familles des disparus n'ont reçu que leurs effets personnels trouvés dans le camp de survivants. Aujourd'hui, cette histoire est perçue comme l'un des sinistres mystères du Lenin Peak. Des athlètes expérimentés ont disparu sans laisser de traces dans les montagnes, sans laisser le moindre indice. Ceux qui viennent ici chaque été se souviennent de cette affaire avec un mauvais pressentiment, comme si la montagne elle-même cachait quelque chose de plus que des avalanches et des glaciers. Parfois, des alpinistes racontent qu'ils ont eux aussi vu des lumières inconnues au sommet dans l'obscurité, mais personne ne peut dire avec certitude s'il s'agit du reflet de la lune, de l'éblouissement des pentes voisines, des torches de groupes nocturnes courageux ou de la lueur d'une vieille légende qui perdure depuis des années. Chacune de ces histoires, de la mort mystérieuse de 3 randonneurs en 1980 à l'ouragan meurtrier qui a tué le groupe d'Elvira Chataïeva, rappelle à quel point le pic Lénine est dangereux et imprévisible. Cette montagne, que beaucoup considèrent comme un simple 7 millième sommet, prouve à chaque fois qu'en haute montagne, même une petite erreur, une sous-estimation des conditions météorologiques ou la confiance en soi peuvent conduire
à une tragédie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez plus de matériel de ce type, n'oubliez pas d'aimer, de partager avec vos amis et de vous abonner. Très bientôt, tu attendras de nouvelles vidéos passionnantes sur les coins les plus mystérieux et les plus dangereux de la planète. Le parc national de Banff est un endroit où les pics majestueux et les rivières impétueuses attirent les aventuriers, mais comportent des dangers mortels. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 histoires tragiques. Comment une avalanche sur le pic Monarch a englouti des alpinistes expérimentés, comment un torrent rapide du nord de la Saskatchewan a emporté un photographe à la recherche de la photo parfaite, et comment des stars de l'alpinisme de classe mondiale ont disparu sur les pentes du Peak House. Keira Sanders, Léon Garcia et Thomas Chan étaient connus dans la communauté des alpinistes pour leur expérience impressionnante et leurs nombreuses ascensions très médiatisées. Le nom de Keira apparaissait souvent dans les rapports sur les itinéraires de glace extrême, car elle était spécialisée dans l'escalade de glace technique et possédait le titre d'instructrice en sécurité avalanche. Léon, originaire d'Argentine, était passionné par l'escalade en haute altitude dans les Andes, où il a gravi les 6000 à plusieurs reprises. Thomas, qui a grandi à Vancouver, était célèbre pour ses photos de sommets publiées dans les principales publications d'alpinisme. Il combinait habilement sa passion pour l'escalade et son talent pour la prise de vue dans des conditions extrêmes. L'amitié entre eux trois est née il y a quelques années lors d'une expédition commune en Patagonie. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient en équipe. Keira était chargé d'analyser les conditions de neige et d'établir un itinéraire sûr. Léon dirigeait le groupe dans les passages rocheux difficiles et Thomas assurait la navigation et capturait les moments forts à l'aide d'une caméra. À partir de ce moment-là, ils ont planifié des réunions et des randonnées périodiques pour entretenir l'esprit d'équipe. Leur prochain objectif était de réaliser un itinéraire combiné difficile sur un sommet du parc national de Banff, connu pour ses conditions météorologiques imprévisibles et son terrain varié. Les montagnes du parc national de Banff ont attiré des alpinistes du monde entier. Pour les grimpeurs expérimentés, il existe des itinéraires de glace et de rochers intéressants, qui requièrent souvent une combinaison de compétences en escalade de rochers et de glace, ainsi que la capacité de naviguer dans un danger potentiel d'avalanche. Keira, Léon et Thomas ont choisi le massif connu sous le nom de Monarch Peak, dont les contreforts nord-est escarpés sont réputés pour être indisciplinés en raison du climat dangereux. Les températures étaient encore basses en mars, mais pendant la journée, le soleil chauffait parfois intensément les surfaces, formant des couches de neige instables. Leur plan consistait à s'approcher de la base le 14 mars, à passer une journée en repérage et à installer un camp intermédiaire, puis à commencer l'ascension le 18 mars 15. Léon a pris en charge la coordination avec le service de secours local. Il a soumis un itinéraire détaillé et a indiqué la date de retour prévue pour le 18 mars. Keira se réfère aux prévisions d'avalanche actuelles et note que le risque a été évalué comme modéré, mais avec une note de réchauffement possible dans la seconde moitié de la semaine. Pendant ce temps, Thomas vérifie son matériel et charge les batteries de rechange des caméras, car il va filmer toute l'ascension. Tous les 3 sont sérieux et prennent en compte toutes les variables. Le matin du 15 mars, lorsque l'équipe entame l'ascension, le temps est clair mais froid. Le vent se lève au sommet de la gorge et par moments, des nuages de neige tombent sur les grimpeurs. Vers l'heure du déjeuner, les amis ont franchi 2 sections clés sur les rochers, fixé quelques stations d'assurance et atteint la pente de glace verticale la plus élevée. Keira vérifie la densité de la neige, Léon dirige l'approche en martelant des forêts à glace et Thomas garde un œil sur le rythme général du groupe. Il s'arrête de temps en temps pour filmer de courtes séquences vidéo avec sa GoPro. Celle-ci montre les pics acérés des montagnes qui entourent l'itinéraire et le soleil qui se reflète sur les parois de glace, aveuglant ses yeux. Dans la soirée du même jour, l'équipe a sécurisé une petite plateforme où elle a pu installer 2 tentes individuelles. La visibilité est parfois réduite par les charges de neige qui s'annoncent, mais dans l'ensemble, l'environnement reste supportable. Keira ressent un léger malaise. Il lui semble que les couches de neige en altitude pourraient devenir instables si le temps se mettait à changer.
Cependant, leur emploi du temps ne leur permet pas de prendre beaucoup de retard. Ils prévoyaient de traverser la section de glace la plus dangereuse le lendemain pour atteindre une crête sûre où le risque d'avalanche est généralement plus faible. Le 16 mars, le temps est resté relativement calme, bien que le vent se soit levé près des sommets. À l'un des arrêts, Kira a envoyé un bref signal satellite à ses amis. « Nous sommes sur la bonne voie, nous approchons de l'arête. Tout va bien. » Dans l'après-midi, le groupe a traversé la cascade de glace centrale, où la glace fissurée était parfois suspendue au-dessus de la tête des grimpeurs sous la forme de champignons de glace. Léon a habilement choisi sa trajectoire pour minimiser le risque d'être heurté par des blocs qui tombent. Thomas a pris plusieurs photos de ces étranges formations de glace, semblant anticiper leur beauté et leur danger en même temps. En fin d'après-midi, ils ont atteint le point qu'ils prévoyaient d'utiliser comme camp intermédiaire. À partir de ce point, il restait encore quelques heures d'escalade technique jusqu'au sommet, mais une sortie relativement facile vers l'arête devait suivre. Cependant, les informations météorologiques se sont soudainement détériorées. Les prévisions indiquaient l'approche d'un cyclone qui pourrait entraîner des charges de neige et un changement brutal de température. L'équipe a décidé de passer la nuit ici et de se lever tôt le 17 mars pour essayer d'atteindre rapidement la zone de sécurité de la crête. Le matin du 17 mars, la communication avec l'équipe a été coupée. Le personnel du parc de Banff ainsi que les secouristes locaux ont noté une augmentation des vents et des chutes de neige fraîches. Les températures avaient soudainement augmenté de plusieurs degrés, ce qui aurait pu affaiblir les couches supérieures de neige anciennes et provoquer la formation de dangereuses planches de neige sur les pentes exposées au vent. En milieu d'après-midi, l'un des gardes forestiers patrouillant dans une gorge voisine a entendu un grondement aigu caractéristique d'une grosse avalanche. Il s'avéra plus tard que la coulée de neige avait dévalé le flanc du pic Monarch et avait balayé une partie de l'itinéraire emprunté par Kira, Léon et Thomas. Cet événement en a surpris plus d'un. Les météorologues avaient averti de la possibilité de couches de neige surchargées, mais personne ne pouvait prédire avec précision le moment où l'avalanche se produirait. Dans le système montagneux de Banff, même un petit changement de température, une augmentation du vent ou une charge supplémentaire sur la pente, comme un groupe d'alpinistes, peuvent déclencher une issue tragique. Lorsque le trio n'a pas repris contact à l'heure convenue, des volontaires parmi les connaissances des alpinistes et le personnel du parc ont tiré la sonnette d'alarme. Dans la soirée du 17 mars, la première équipe de recherche et de sauvetage est arrivée au pied du pic Monarch. Cependant, l'obscurité et le vent violent excluent pratiquement toute possibilité d'ascension immédiate vers le lieu d'une éventuelle descente. Dans la matinée du 18 mars, l'équipe a été soutenue par des sauveteurs en hélicoptère qui ont tenté d'effectuer un survol. En s'approchant du massif, ils ont vu une énorme ligne de rupture dans la glace et la pente, environ 200 à 300 mètres à travers la montagne, d'où la masse de neige s'était détachée. Dans la vallée où la masse de neige s'est écoulée, une vaste zone de débris composée de neige, de glace et de roches compactées a été observée. Par endroits, l'épaisseur de ces débris dépassait plusieurs mètres. Le pilote n'a pas osé s'approcher de la paroi à cause des rafales de vent et du brouillard provoqué par la mise en suspension des particules de neige. De plus, la menace d'avalanche répétée persistant, l'atterrissage de personnes sur la pente semblait trop risqué. Le 19 mars, les sauveteurs ont pu atteindre la partie inférieure du panache d'avalanche et commencer la procédure de sondage à l'aide de longues palpeurs. Des chiens entraînés à la recherche olfactive ont été transportés par hélicoptère un peu plus loin sur la pente, où ils ont pu travailler. Cependant, des vents forts, des précipitations fraîches et d'énormes volumes de neige ont rendu la tâche très difficile. Au cours des recherches, ils ont trouvé plusieurs fragments d'équipements d'escalade. Un fragment de cadre de tente, un morceau de corde de couleur bleue et un fermoir métallique ressemblant à un mousqueton. Il a été difficile de déterminer avec précision si ces objets appartenaient au groupe disparu. En théorie, les alpinistes ont une chance de survivre à une avalanche s'ils ne sont pas gravement blessés et s'ils ont la chance de se trouver dans une poche d'air. Mais statistiquement, après 15 à 30 minutes, les chances de survie chutent brutalement, sans aide d'urgence. De plus, il s'agit d'une avalanche massive avec de gros fragments de glace et de rochers qui peuvent causer des blessures mortelles au moment de l'impact. En outre, plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis le moment où l'avalanche était censée s'être produite, et les nuits glaciales n'ont fait qu'aggraver la situation.
des parents et des amis des alpinistes se sont rendus à Banff pour tenter de se tenir au courant des recherches. Parmi les personnes arrivées, la jeune sœur de Kira a pleuré, assise dans la voiture au bord de la route, n'osant pas regarder les montagnes où sa sœur avait disparu. La femme de Léon, venue d'Argentine, a tenu bon, mais ses yeux montraient de la confusion. Elle se souvient que Léon avait dit que « Il n'y a rien de plus beau que d'aller au sommet et de voir le monde en dessous ». La famille de Thomas avait apporté quelques photos de lui dans les montagnes, espérant que leurs efforts de recherche constitueraient une sorte d'hommage à sa passion pour le paysage. Les sauveteurs ont poursuivi leur survol et leurs recherches au sol, mais une nouvelle vague de précipitations a obligé à suspendre les opérations à plusieurs reprises. Les règles strictes de sécurité ne permettent pas de rester longtemps dans la zone dangereuse. De nouvelles fissures commencent à apparaître sur certaines parties des pentes, indiquant que la neige n'est pas encore stable. Chaque pas le long du panache d'avalanche était marqué par la possibilité d'un échec ou d'une portion supplémentaire de neige venant d'en haut. Le 3e jour des recherches, le coordinateur des secours du parc de Banff a annoncé que la phase active des recherches était considérablement entravée par les conditions de la pente. Bien que plusieurs groupes d'alpinistes bénévoles et professionnels aient proposé de poursuivre les recherches au péril de leur vie, la direction a décidé de suspendre les recherches massives. Les autorités ont publié la déclaration suivante. C'est avec un profond regret que nous annonçons que Kira Sanders, Léon Garcia et Thomas Chan sont portés disparus à la suite d'une importante avalanche sur le versant nord-est du pic Monarch. Compte tenu du volume et de la force de l'avalanche, ainsi que du temps écoulé, la probabilité de les retrouver vivants est, hélas, extrêmement faible. Cette nouvelle a choqué la communauté des alpinistes. Les médias sociaux et les forums spécialisés ont été remplis de mots de soutien pour les familles. Les gens ont rappelé comment Kira a enseigné la sécurité en cas d'avalanche à de jeunes randonneurs, comment Léon a incité les nouveaux venus à s'entraîner, et Thomas a réalisé des vidéos sur l'importance de lire les bulletins météorologiques. En somme, les trois n'étaient pas des aventuriers téméraires. Au contraire, ils étaient réputés pour leur approche responsable et minutieuse de chaque expédition. Une semaine après la tragédie, les recherches se sont poursuivies dans un cadre plus restreint. Les instructeurs et les sauveteurs ont tenté de contourner le pied des couloirs de glace dans l'espoir de repérer des éléments d'équipement à la surface. Cependant, les nouvelles chutes de neige et les vents déplaçant les masses de neige ont réduit les chances à zéro. Fin mars, les prévisions météorologiques indiquaient une tendance au réchauffement susceptible de déclencher de nouvelles avalanches. Les autorités ont donc décidé d'interrompre définitivement les opérations, estimant que la recherche de corps dans ces conditions présentait un risque inacceptable pour les personnes vivantes. Un autre cas s'est produit en juillet 2023. Une tragédie qui a choqué la communauté locale et qui suscite encore la controverse parmi les touristes et les amoureux de la nature. Un habitant de Calgary, âgé de 29 ans, a disparu sans laisser de traces après avoir été pris dans la force d'un courant turbulent dans l'une des rivières de montagne du parc. Cette affaire rappelle brutalement à quel point la nature peut être traîtresse, même dans des endroits apparemment sûrs et familiers. D'après les documents disponibles, Gagandip Singh Khalsa et 2 de ses compagnons s'étaient rendus à Banff pour admirer la beauté des montagnes rocheuses canadiennes et en prendre des photos. Leur destination était le populaire sentier du lac Glacier, connu pour ses vues spectaculaires sur les lacs glaciaires et les pics majestueux. Pour ce groupe, les randonnées dans les parcs nationaux du Canada étaient monnaie courante et ils se considéraient comme des voyageurs assez expérimentés. Les amis ont atteint un point panoramique près d'un pont enjambant la rivière Saskatchewan-Nord, un endroit qui attire les randonneurs en raison de sa combinaison d'eau turquoise, de forêts de conifères et de chaînes de montagnes escarpées. C'est là que le groupe a décidé de faire une pause pour photographier le paysage. Mais la beauté de la rivière cachait un danger. Alimentée par la fonte des glaciers, elle était glacée et incroyablement rapide, ce qui n'est pas toujours évident à première vue. Selon les services de secours et les témoignages, le groupe s'était rendu ce soir-là au bord de la rive pour prendre des photos au ras de l'eau. Khalsa a probablement trébuché sur un rocher glissant ou s'est approché trop près de la falaise, a perdu l'équilibre et est tombé dans la rivière. L'un des amis a pu voir le moment de la chute, mais le courant a instantanément emporté l'homme. En quelques instants, il a disparu de la vue, caché par l'écume bouillonnante et les méandres de la rivière. Les habitants de la région notent
que de tels incidents ne sont pas rares dans les montagnes. Les rivières de montagne, apparemment calmes à première vue, recèlent une menace mortelle. L'eau glacée, les courants puissants et les rochers sous-marins tranchants les rendent extrêmement dangereuses. Une personne prise dans un tel cours d'eau a rarement une chance d'être sauvée. Des témoins oculaires ont essayé d'aider. Quelqu'un a lancé des cordes, d'autres ont appelé à l'aide, mais le courant était plus fort. La nouvelle de l'incident est rapidement parvenue aux gardes du parc et, en moins d'une heure, la première équipe de secours était sur place. Ils ont commencé à fouiller les berges dans l'espoir de trouver le moindre indice, des vêtements, des chaussures ou un sac à dos. Mais les recherches n'aboutissent pas. Le lendemain, l'opération prend de l'ampleur. Des hélicoptères, des drones et des cinéastes accompagnés de chiens participent aux recherches. Les sauveteurs ont examiné non seulement les berges, mais aussi les parties difficiles d'accès du canyon, là où la rivière s'enfonce. La température de l'eau n'étant que de 4 degrés centigrades, les chances de survie sont minimes. Sans équipement spécial, l'hypothermie s'installe en quelques minutes. Le canyon, avec ses passages étroits et ses falaises profondes, ne faisait que compliquer la tâche. La Gendarmerie royale du Canada et l'administration du parc ont organisé un quartier général opérationnel au début du sentier du lac Glacier. C'est là que sont remontées les informations des bénévoles, des habitants et des touristes qui auraient pu remarquer quelque chose de suspect. Des hélicoptères ont survolé les environs, y compris les zones rocheuses, mais aucun signe de Khalsa n'a pu être trouvé. L'incident a profondément affecté la communauté sikh de Calgary, à laquelle appartenait l'homme disparu. Gagandip était connu pour être un bénévole actif et un organisateur d'événements culturels. Sa disparition a été un coup dur pour ses amis et ses connaissances. Les gens se réunissaient quotidiennement dans un gurdwara local pour prier pour son sauvetage et la communauté a commencé à collecter des fonds pour financer des recherches supplémentaires. Gagandip était l'âme de l'entreprise, un homme au grand cœur, se souvient un ami. Il adorait la nature, mais il était toujours prudent. Il est difficile de croire qu'il a simplement disparu. Malgré tous les efforts déployés, aucun sac à dos, vêtements ou autre trace n'a pu être retrouvé. Les questions se multiplient. Comment un homme peut-il disparaître aussi rapidement et sans laisser de traces? Au fil des jours, les sauveteurs ont de plus en plus conclu que le courant avait pu entraîner Khalsa loin en aval, peut-être dans des crevasses souterraines inaccessibles où l'eau passe à travers des roches calcaires. Même si le corps est resté immergé, il est pratiquement impossible de le retrouver à ce niveau de courant et de profondeur. Les proches qui sont restés en contact avec la police s'accrochent à un espoir qui s'amenuise de jour en jour. Après une semaine, la phase active des recherches a été officiellement suspendue. Le service de secours a déclaré dans un communiqué que toutes les zones disponibles avaient été étudiées et que, sans nouvelles pistes, il n'était pas possible de poursuivre l'opération. Toutefois, la police a souligné que l'affaire restait ouverte et que toute nouvelle information pourrait relancer les recherches. Pour la famille et les amis de monsieur Khalsa, ce fut un moment difficile. L'espoir d'un miracle s'estompait pour laisser place à une amère réalité. L'affaire est devenue un sujet de discussion non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger. Certains amateurs de mystère soulignent les bizarreries de l'affaire. Comment l'homme a-t-il pu disparaître si rapidement? Pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace? Cependant, les experts expliquent tout rationnellement. L'eau glacée, les forts courants et la topographie complexe de la rivière ont fait leur travail. Le nord de la Saskatchewan, malgré sa beauté, reste un piège mortel. La famille de Gagandip a continué à se rendre sur les lieux de la tragédie, à consulter des experts et à prier pour un miracle. L'un des membres de la famille a déclaré lors d'un entretien avec les médias locaux « Nous voulons croire qu'il est mort. Nous voulons croire qu'il est quelque part, peut-être blessé ou qu'il a perdu la mémoire. Mais au fond de nous, nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune chance. » La communauté de Calgary s'est ralliée à la famille, mais même leur soutien n'a pu atténuer la douleur de la perte. Une autre histoire fatale est celle de 3 célèbres alpinistes, David Lama, Hans-Jörg Auer et Jess Roskelly, disparus au printemps 2019 alors qu'ils escaladaient le Peak House, situé dans le parc national de Banff. Ces athlètes comptaient parmi les figures de proue de l'alpinisme mondial. Lama et Auer représentant l'Autriche et Roskelly étant originaires des États-Unis. Ils étaient unis par leur intérêt pour les itinéraires exigeants qui combinaient des sections techniquement difficiles
et des risques élevés. David Lama s'est fait connaître dès l'adolescence comme un alpiniste talentueux et a ensuite réalisé plusieurs premières ascensions sur des parois extrêmes en Amérique du Sud. Hans-Jörg Auer est devenu célèbre pour ses ascensions en solo dans les Dolomites sans assurance, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des alpinistes les plus audacieux de notre époque. Jess Ross-Kelly a poursuivi la tradition familiale. Son père, John Ross-Kelly, s'est rendu à plusieurs reprises dans l'Himalaya et a conquis les 8000. Jess, quant à lui, s'est spécialisé dans les voies de glace et les voies combinées, allant de plus en plus au-delà de l'alpinisme classique. Au printemps 2019, ils ont opté pour le House Peak, un sommet d'environ 3295 mètres rarement visité par les touristes. La communauté des alpinistes est bien consciente que ce massif se caractérise par un sérieux danger d'avalanche, en particulier pendant les périodes de transition de la saison, lorsque le soleil de l'après-midi peut faire fondre les couches supérieures de neige et perturber la stabilité du snowboard. Arrivés dans le parc national de Banff, les 3 alpinistes ont vérifié les prévisions et les bulletins d'avalanche et se sont rendus sur le versant est du Peak House vers le 15 avril. Les informations sur la progression de l'ascension sont largement indisponibles car la région est peu visitée et ils n'ont pas rendu public les plans exacts pour l'étape finale. Habituellement, au moins un des participants prend contact avec ses proches, mais cette fois-ci, le contact a été coupé le 16 ou le 17 avril. Lorsqu'il est devenu évident que Lama, Auer et Ross-Kelly n'avaient pas pris contact et n'étaient pas revenus à la date limite, le personnel de Parks Canada a effectué une reconnaissance aérienne et a trouvé de grandes traces d'avalanche sur le versant est du Peak House. La puissante masse de neige, à en juger par la large ligne de rupture, s'était détachée et avait dévalé un couloir dont on estimait qu'il coïncidait avec la trajectoire probable des alpinistes. Les sauveteurs ont tenté de s'approcher, mais les jours suivants n'ont pas été favorables. Le vent et les précipitations fraîches ont rendu difficiles les incursions sur la pente et le risque d'avalanche répétée est resté élevé. Néanmoins, des fragments de matériel ont été retrouvés sur place, indiquant la présence de l'équipe dans la zone. Il est apparu qu'ils étaient coincés sous la masse de neige. Les responsables de Parcs Canada ont déclaré qu'il y avait une très faible probabilité que l'un des disparus ait survécu, car les chances de sauvetage dans un glissement d'une telle ampleur diminuent considérablement au cours des premières heures. Le père de Jess, John Ross-Kelly, a déclaré dans une interview que son fils avait toujours pris des mesures de sécurité et voyagé avec prudence. Mais il y a des situations en montagne où aucune préparation ne peut garantir un résultat sûr. Les recherches se sont poursuivies à l'aide d'hélicoptères, d'équipes cynophiles et de détecteurs d'avalanche. Mais chaque jour, le mauvais temps a contraint les sauveteurs à suspendre leurs opérations. Lorsque les conditions se sont brièvement améliorées, les corps des alpinistes ont été retrouvés. Ils ont été identifiés grâce à leurs effets personnels et aux caractéristiques de leur tenue. La tragédie est donc officiellement confirmée et le monde de l'alpinisme perd d'un seul coup 3 athlètes de premier plan. En Autriche, des réunions commémoratives ont été organisées en l'honneur de David Lama et de Hans-Jörg Auer, où beaucoup ont célébré leur extraordinaire contribution au développement de l'alpinisme technique et au travail de pionniers dans le monde entier. Aux États-Unis, une cérémonie commémorative a été organisée en l'honneur de Jess Ross-Kelly, en présence d'amis et de membres de la famille, dont son père, qui a mentionné à plusieurs reprises le penchant de son fils pour la responsabilité et le travail d'équipe. L'incident a suscité un tollé général et une nouvelle discussion sur la sécurité en montagne, en particulier dans le contexte du danger d'avalanche. Les services de montagne et les sauveteurs canadiens ont attiré l'attention sur le fait que même les professionnels expérimentés courent un risque lorsque l'instabilité printanière est importante. La tragédie de House Peak a montré à quel point l'intervalle entre une navigation réussie sur un terrain dangereux et une avalanche fatale peut être court. Aujourd'hui, les noms de David Lama, Hans-Jörg Auer et Jess Ross-Kelly restent dans l'histoire de l'alpinisme comme un exemple de dévouement à la montagne et de poursuite de nouveaux horizons. Et ce qui s'est passé au printemps 2019 dans le Parc national de Banff nous rappelle que même les alpinistes les plus talentueux et les mieux entraînés ne sont pas à l'abri des forces imprévisibles de la nature. C'est tout pour l'instant. Si ces histoires ont résonné en vous, mettez un like et partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les mystères de la vie sauvage.
Écrivez dans les commentaires. Êtes-vous prêt à défier de tels sommets? Prenez soin de vous et à bientôt. Les sommets enneigés de l'Oural cachent depuis des siècles des secrets que les gens ont encore peur de révéler. Les touristes qui décident de franchir le sinistre col de Dyatlov y rencontrent quelque chose d'inimaginable. Ils sont retrouvés avec des blessures étranges et horribles qui ne peuvent s'expliquer par une attaque d'animal ou un simple accident. Mais pourquoi les autorités cachent-elles encore et toujours la vérité, en rejetant la faute sur les ours ou le climat rigoureux? Aujourd'hui, vous découvrirez 3 histoires incroyablement effrayantes et mystérieuses de touristes qui se sont rendus au célèbre col de Dyatlov et qui ont été confrontés à quelque chose d'inexplicable. Toutes les victimes présentaient des blessures étranges et effrayantes qui n'auraient pas pu être causées par des prédateurs ordinaires ou par les rudes gelées de l'Oural. Mais pourquoi les autorités ont-elles encore une fois mis tout cela sur le compte d'ours, de grizzly ou d'une simple hypothermie? Que se passe-t-il vraiment dans cet endroit maudit? Préparez-vous, car les réponses pourraient être bien plus effrayantes que vous ne le pensez. Au cours de l'été 1999, un groupe de touristes d'Ekaterinbourg a décidé de passer par le célèbre itinéraire associé à la tragédie survenue au cours de l'hiver 1959 dans les montagnes du nord, de l'Oural, où 9 jeunes gens ont mystérieusement trouvé la mort et sont devenus les héros du col de Dyatlov. Le monde entier s'est alors interrogé sur les causes de leur mort, des avalanches aux interventions surnaturelles. Les courageux nouveaux voyageurs espéraient trouver des indices supplémentaires et tout voir de leurs propres yeux. Ils ont beaucoup lu sur ces événements, ont débattu des différentes versions et ont assuré à leurs amis qu'ils étaient en bonne forme physique et qu'ils ne répéteraient pas le sort du groupe précédent. Comme aucun d'entre eux ne voulait que son nom soit associé à une tragédie retentissante, ils semblent avoir délibérément laissé leur seul prénom à la presse. Mikhail, Sergoi, Dmitri, Natalia et Irina. Depuis la mi-juin de l'année 1999, le temps était clair et chaud, ce qui rendait le voyage à venir moins extrême que les sorties hivernales. Les gens du quartier savent que les conditions sont plus favorables sur le col en été, même si le vent fort et la pluie peuvent gâcher le voyage. Mikhail a mis au point la logistique, comment se rendre en train à la gare la plus proche, puis par la route jusqu'à un village isolé, et de là, commencer la randonnée. Sergueï s'est chargé de la navigation, notamment en emportant des cartes détaillées et des boussoles. Dimitri a préparé une trousse de premiers secours et d'autres équipements de sauvetage. Natalia, experte en cuisine de randonnée, s'est chargée de préparer des plats chauds. Irina, la plus jeune participante, rêvait d'écrire un journal le soir, autour du feu de camp, et de tout comparer ensuite avec les rapports du groupe de la 59e année. Dans les premiers jours de juillet, ils ont pris la route. Avant le départ, ils ont eu le temps de donner une petite interview au club touristique local, disant qu'ils voulaient découvrir au moins un petit mystère lié aux événements du passé, et qu'ils étaient attirés par la beauté même des montagnes du Nord, la nature vierge qui s'y trouve. Certaines connaissances ont dit qu'il valait mieux ne pas chercher les ennuis et ne pas s'interroger sur quelque chose qui, pendant près d'un demi-siècle, n'a pas trouvé d'explication. Mais l'enthousiasme des voyageurs a pris le dessus. Quoi qu'il en soit, ils semblaient bien équipés et prêts à prendre des précautions. Les communications cellulaires n'étaient pas possibles là-bas, et la radio nécessitait généralement des antennes spéciales. Mais les amis ont promis d'entrer en contact par l'intermédiaire de guides à certaines heures si l'occasion se présentait. Dizaines de jours s'étaient écoulés depuis leur départ dans les montagnes, et les connaissances à Ekaterinbourg, d'abord imperturbables, ont néanmoins remarqué qu'il n'y avait pas de signal promis de succès intermédiaire. On sait que Mikhail et ses compagnons avaient prévu de rentrer au début de la 3e semaine de juillet. À l'approche de l'échéance et sans nouvelles, les proches ont appelé le ministère des situations d'urgence. Bien qu'aucun des sauveteurs n'ait pu dire exactement où se trouvait le groupe, ils ont décidé d'organiser des recherches sur plusieurs cols proches de la route de Dyatlov. Dans le contexte de l'été,
Les conditions météorologiques n'étaient pas aussi difficiles qu'en hiver, mais les services subordonnés ne savaient pas s'il fallait craindre une tragédie grave, car le matériel d'été est toujours plus souple que celui d'hiver, et en montagne, il est facile de rencontrer des changements climatiques soudains. Les recherches ont duré environ 4 jours, avant que l'équipe de secours, grimpant les pentes balayées par le vent, ne tombe sur un petit campement situé sur Dotike, un endroit relativement plat parmi les crêtes rocheuses. La tente, en juger par son état, était absolument intacte. Attache tendue, entrée soigneusement fermée. Il n'y avait aucun signe d'activité autour de la tente. Aucun feu de camp, aucun objet personnel éparpillé. C'est comme si ceux qui avaient dormi dans la tente avaient tout rangé, mais n'avaient pas emporté la tente elle-même. Les sauveteurs ont prudemment ouvert l'entrée. À l'intérieur se trouvaient des sacs de couchage, des sacs à dos, des ustensiles en place, comme si les propriétaires étaient assortis quelques minutes et allèrent bientôt revenir. Même une petite serviette pendait au bout d'une corde, comme si elle séchait au vent. Tout semblait anormalement paisible. Aucun signe de lutte, aucune panique. Mais Mikhail, Sergueï, Dmitri, Natalia et Irina n'étaient pas là. Vers le soir du même jour, les sauveteurs entreprennent un ratissage minutieux de la zone dans un rayon de plusieurs kilomètres. Au matin, lorsque la lumière a permis de mieux voir la pente et le plateau, l'une des équipes de recherche est tombée sur un spectacle choquant. À 1 kilomètre de la tente, dans une dépression entre des corniches rocheuses, 4 corps étaient allongés côte à côte. Sergueï, Dmitri, Natalia et Irina. Identifiés plus tard par leurs effets personnels et les documents qu'ils avaient en leur temps. Pouches. Les corps sont sur le dos, les bras en croix, la tête légèrement rejetée en arrière, les yeux complètement ouverts et fixant le ciel. Mais le plus effrayant, c'est que chacun d'entre eux avait été dépouillé de son visage. Pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. À la place de ces traits, il y avait une surface lisse de peau légèrement rosée, comme si quelqu'un avait parfaitement effacé ou enlevé ces parties. Il n'y avait aucune trace de violence ou de sang. À première vue, la peau elle-même et les contours du crâne étaient intacts, mais les principaux traits du visage humain avaient complètement disparu. Les sauveteurs ont reculé d'horreur et l'un d'entre eux s'est agenouillé sous le choc. Le photographe qui accompagnait le groupe s'est efforcé d'être professionnel, mais ses mains ont tremblé lorsqu'il a essayé de prendre des photos. On sait seulement que le rapport de laboratoire des experts médico-légaux qui ont travaillé sur le site indique « Les tissus mous du visage sont absents. La surface de la tête semble plate. La couverture capillaire est intacte. Les autres parties du corps ne sont pas non plus marquées par des blessures incompatibles avec la vie. La cause probable de la mort est l'hypothermie. Cela semblait absolument ridicule, étant donné que leur visage manquait, que l'ablation de leurs organes de la vue et de l'odorat n'était expliquée par aucun animal ou processus connu de la science. L'un des vétérans du ministère des situations d'urgence a rappelé que dans le cas d'une attaque par des animaux, prédateurs ou charognards par exemple, les tissus sont généralement déchirés. Il y a des empreintes sanglantes et des marques de dents, alors qu'ici, l'image est différente. Le 5e participant, Mikhail, n'a pas été retrouvé. Les sauveteurs ont cherché pendant longtemps, en examinant les environs, mais aucun corps, aucun signe d'enterrement, ni aucune trace indiquant son parcours n'ont été trouvés. Les rumeurs variaient. Certains pensaient qu'il avait peut-être vu quelque chose d'effrayant et s'était précipité pour s'échapper avant de s'écraser quelque part ou de tomber dans l'abîme. D'autres se demandaient s'il n'était pas la cause de la tragédie. Mais personne n'osait exprimer officiellement de telles hypothèses, car il n'y avait aucune preuve contre lui. Certains historiens locaux ont évoqué une force surnaturelle, comme si elle répondait à des tentatives de troubler la paix du col. En effet, une vieille légende dit que ces terres sont gardées par un esprit qui ne veut pas que l'on tente de découvrir à nouveau des secrets anciens. Les autorités, quant à elles, ont fait preuve d'une extrême retenue.
Les proches des personnes décédées ont été informés que les conditions en montagne pouvaient être brusquement froides, orageuses ou venteuses, et qu'officiellement, la mort est assimilée à l'hypothermie. Les déformations faciales n'ont pas été mentionnées du tout, et un rapport a été publié qui disait brièvement « Les corps ont été trouvés sans signes extérieurs de lutte. L'hypothermie sévère a probablement causé l'arrêt cardiaque. » Comme auparavant, lors de la tragédie de la 59e année, les détails ont été classés. Seul un cas officiel est apparu dans les archives, et encore a-t-il été classé dans la catégorie « secret », afin de ne pas alimenter une nouvelle vague de spéculations alarmantes. Les personnes impliquées dans les recherches ont déclaré officieusement que la situation dans la tente semblait trop normale, comme si les touristes n'essayèrent pas de s'échapper ou de quitter le camp, et qu'ils l'avaient quitté sans précipitation. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi ils s'étaient rendus à 1 kilomètre de là et s'étaient allongés sur le dos. La raison pour laquelle chacun d'entre eux avait des traits de visage manquants restait également un mystère. Les habitants de la région, qui entendaient parfois ces rumeurs à moitié vraies, parlaient d'un lieu interdit, enchanté depuis les temps anciens, et affirmaient que les esprits de la montagne ne voulaient pas que ces événements tragiques soient troublés en vain. En conséquence, les déclarations bruyantes sur la résolution du mystère du col de Dietlov ont été remplacées par un silence assourdissant. Après tout, les 5 casse-cou n'ont jamais réussi à partager les résultats de leur randonnée. Mikhail est resté introuvable et ses camarades ont rejoint l'autre monde dans des circonstances extrêmement inquiétantes. Des rumeurs selon lesquelles de nouvelles victimes de la malédiction du col se seraient ajoutées à la liste effrayante ont circulé parmi les touristes et les historiens de l'Oural. Mais rien de concret n'a été publié. Seuls quelques chercheurs indépendants ont tenté d'avoir accès aux photographies et aux rapports médico-légaux, mais ils se sont heurtés à un refus. Les proches des victimes leur ont demandé de les laisser tranquilles, car il était de toute façon impossible de les aider. Ainsi, les événements tragiques de l'été 1999 sont restés dans l'ombre. Il y a eu de rares notes dans quelques journaux régionaux où il a été question d'accidents et de touristes morts. Mais il n'y a eu aucune mention de l'aspect macabre des corps et de la disparition du 5e participant. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'une hypothermie causée par les conditions météorologiques difficiles. Ce verdict rappelle une histoire qui s'est déroulée il y a 40 ans. À l'époque également, personne n'avait pu donner de réponse claire sur ce qui avait tué les jeunes gens sur le col. Aujourd'hui, un nouveau cas vient s'ajouter aux mystérieuses énigmes de l'Oural, refermées sans explication, comme si la Terre elle-même avait enfoui la réponse dans les montagnes, là où tout le monde n'ose plus regarder. En janvier de l'an 2004, 2 amis d'Ekaterinbourg, Alexei Rogov et Viktor Sergeyev, décident de partir pour une expédition inhabituelle, le tristement célèbre col de Dietlov. Rogov et Sergeyev ont assuré à toutes leurs connaissances qu'ils avaient des objectifs complètement différents. Ils n'avaient pas l'intention de révéler les secrets du passé. Ils voulaient en vivre des sensations fortes, améliorer leurs compétences en matière d'alpinisme et se prouver que les légendes sur la sinistre malédiction du col étaient exagérées. Selon eux, le col en hiver pouvait offrir des défis intéressants aux alpinistes expérimentés, ce que ces 2 amis se considéraient comme étant. Alexei Rogov est un ingénieur trentenaire qui s'est sérieusement intéressé à l'alpinisme alors qu'il était encore étudiant. Il se caractérise par un caractère calme, un noyau intérieur impénétrable et une capacité à planifier intelligemment les itinéraires. Viktor Sergeyev, de son âge, était sauveteur dans l'une des stations Emercom. Mais depuis quelques années, il a rejoint une organisation civile et se consacre au tourisme sportif. Tous 2 ont effectué des ascensions difficiles dans l'Oural, voyagé dans les régions rocheuses de l'Altaï et participé à des courses d'endurance extrêmes. Chacun d'eux avait un profond respect pour la nature et ne se berçait pas d'illusions arrogantes. Pour l'expédition, ils ont choisi une courte période en janvier de l'an 2004,
alors que des températures basses étaient attendues dans la région et que les conditions météorologiques ne garantissaient pas un ciel dégagé. Néanmoins, Alexei et Victor disposent de quelques jours de vacances qui coïncident avec le calendrier. Ils préparent une tente, du matériel, des provisions pour 5 jours et des vêtements spéciaux pour se protéger du gel. Rogov élabore un itinéraire qui comprend une approche du col par des sentiers familiers, une nuit à une altitude juste en dessous de la crête, et selon le plan, une sortie à l'endroit même du col où les touristes décédés au siècle dernier ont campé. Les amis ont quitté Ekaterinbourg en train jusqu'à Ivdel, puis ont pris un camion qui les a conduits en partie jusqu'au contrefort du Nord. Ils sont partis tôt le matin. La neige crissait sous leurs pieds. L'air glacial leur brûlait les joues. Alexei et Victor consultent régulièrement la carte, marquant les points de repère les plus proches. La première journée se passe sans incident, mais la température chute brutalement dans la soirée, et la nuit n'est pas des plus confortables. Cependant, tous deux étaient à préparer au fait que dans les montagnes de l'Oural, en hiver, les surprises météorologiques posent souvent des problèmes aux voyageurs. Le deuxième jour, ils ont surmonté la partie du chemin qui se rapprochait du col et ont même réussi à appeler leurs proches par téléphone satellite, les informant que tout se déroulait comme prévu. Ces derniers, qui avaient entendu parler d'histoires mystiques, leur ont demandé d'être plus prudents. Alexei a répondu, en plaisantant, que dans d'autres régions, il était déjà arrivé que des ours vérifient les tentes, mais que maintenant, en hiver, les ours dorment. Victor et lui ne pensaient pas être menacés par quoi que ce soit d'anormal, à moins qu'il ne s'agisse d'un mauvais temps aléatoire. Le troisième jour, le temps commence à se dégrader. Le vent se lève, les nuages s'amoncellent et il neige abondamment. D'après les prévisions dont ils avaient pris connaissance à l'avance, une détérioration aussi forte n'était pas attendue, mais l'expérience suggérait qu'un retour du blizzard pouvait être tout à fait réel pour la région. Alexei et Victor décident de planter leur tente dans un creux plus abrité, à l'abri des vents sur les pentes dénudées, et d'attendre là. Personne ne les a vus à ce moment-là, et c'est dans les dernières heures qu'ils ont volontairement pris contact. Vers le soir, la communication a cessé de fonctionner. Peut-être la batterie était-elle déchargée ou les interférences du vent et du terrain ont-elles perturbé le signal. 4 jours après la dernière session de communication, en l'absence d'appel ou de message de la part des deux amis, les parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont contacté le centre de secours local, au cas où. Les collègues de Victor, qui connaissant son expérience, se sont également rendus sur place. Néanmoins, tout le monde se rend compte que la montagne hivernale est une zone à risque, mais aussi que les gars pourraient avoir quelques jours de provisions. Nous avons organisé un petit groupe de recherche composé de 4 personnes, 2 sauveteurs et 2 gardes-chasse locaux connaissant bien les cols de l'Oural. Ils ont parcouru une partie de la route en motoneige, puis sont partis à pied, espérant trouver des traces du camp. Dans la soirée du même jour, ils ont réussi à trouver la tente d'Alexei et de Victor. À première vue, il était clair que quelque chose avait très mal tourné. L'endroit avait l'air très étrange. La moitié de la tente était intacte, mais l'autre moitié était couverte de coupures, et la neige qui l'entourait présentait des taches brunes distinctes que l'on pouvait rapidement identifier comme étant du sang. La traînée de sang s'étendait de l'entrée de la tente jusqu'à la ligne d'arbres la plus proche, comme si quelqu'un ou quelque chose avait traîné les hommes au plus profond des arbres. Aucune empreinte de pied ou de patte n'était visible. La neige avait été visiblement remuée, et le vent et le blizzard Orimorvoise auraient pu effacer davantage les preuves. L'équipement à l'intérieur était en désordre. Les sacs de couchage étaient rejetés. Les sacs à dos étaient déchirés, comme s'ils avaient été éventrés ou retournés. Cependant, certaines affaires étaient encore là, notamment des vestes chaudes et de la nourriture, ce qui exclut la version d'un pillage ordinaire. On a l'impression qu'un épisode bref mais très violent s'est produit. Les hommes de l'équipe de recherche suivent les traces de sang en regardant autour des arbres. Ils sont de plus en plus effrayés.
La forêt dense de conifères les entoure d'un mur impénétrable, et le ciel du soir s'assombrit de façon menaçante. Enfin, à environ 200 mètres de la lisière de la forêt, ils découvrent le corps de Viktor Sergueïev dans une petite clairière. Il était allongé sur le dos, les bras écartés. Sa poitrine présentait des entailles profondes, régulières et presque droites, qui ne semblaient pas naturelles, comme si elles avaient été faites à l'aide d'un scalpel chirurgical. Aucun reste de tissu ou de médicaments ne se trouvait à proximité, et le sang avait réussi à se figer légèrement. Le visage de Viktor fixait le ciel, les yeux ouverts. Une expression d'horreur s'est imprimée sur ses traits. Quelques mètres plus loin se trouve Alexei Rogov. Son apparence a immédiatement plongé les chercheurs dans l'étourdissement. D'après les signes extérieurs, son corps ne présentait aucune blessure sanglante, mais quelque chose d'encore plus terrible s'était produit. Tout son corps était recouvert d'une couche de glace de l'intérieur. Lorsque l'un des chasseurs a touché sa poitrine à travers ses vêtements, il ne s'agissait pas d'un tissu mou, mais d'un matériau dur, comme s'il s'agissait d'un glacier. Plus tard, il s'avéra que les organes internes d'Alexei étaient littéralement gelés, comme dans une chambre froide. Les tissus conservèrent leur forme, mais ils étaient denses, gelés, sans que l'on sache exactement de quoi. À l'extérieur, en revanche, il ne présentait aucun dommage externe, hormis de légères éraflures. Stupéfaite par cette découverte, l'équipe de recherche a appelé des renforts. Quelques heures plus tard, d'autres sauveteurs sont arrivés, ainsi que plusieurs représentants de la police locale. Et, comme nous l'ont dit plus tard des témoins oculaires, des gens en civil, probablement des agences qui préfèrent ne pas annoncer leur présence. Les corps ont été photographiés et une inspection rapide a été effectuée. Dès que l'évacuation a été organisée, des personnes étranges ont veillé à ce que toutes les pellicules photographiques et les cartes mémoire numériques soient retirées aux sauveteurs ordinaires. Et ces derniers ont reçu l'ordre d'en dire le moins. Possible. Les corps d'Alexei et de Viktor ont été transportés à la morgue et le camp de tente a été replié. Pendant 2 ou 3 jours, des rumeurs ont circulé sur le fait qu'une enquête allait être menée, qu'un phénomène naturel rare était peut-être à l'origine de la tragédie. Mais presque immédiatement, ils ont annoncé « L'affaire est classée dans l'intérêt de la sécurité de l'État » et toute l'enquête a rapidement abouti à la conclusion d'un accident. Les victimes auraient succombé au gel combiné à la faune forestière, bien que personne n'ait expliqué comment les coupures très lisses étaient apparues et pourquoi les organes internes de l'un des touristes s'étaient transformés en glace. Les proches ont reçu un certificat officiel de décès dans des circonstances extrêmes. Personne n'a reçu d'explication cohérente. Lorsque les gens ont essayé de poser des questions, ils ont été renvoyés d'une autorité à l'autre. Finalement, on leur a dit qu'il s'agissait d'une zone à haut risque et qu'il existait quelque part des versions d'une attaque soudaine de Bigfoot ou d'autres entités imaginaires. Cependant, les véritables documents relatifs à l'examen médical sont restés inaccessibles au public. Même les connaissances de Viktor Sergueïev, qui travaillait auparavant au ministère des Situations d'urgence, ont admis qu'ils ne pouvaient pas voir les photos de la morgue dans leur intégralité. En conséquence, l'épisode du mois de janvier de l'an 2004 s'inscrit dans une triste série de mystères liés aux montagnes de l'Oural. La presse s'est contentée d'annoncer que 2 randonneurs sont morts dans des circonstances malheureuses dues à la rigueur du climat. Les gens continuent de se demander ce qui a pu provoquer les incisions chirurgicales sur le corps de Viktor et comment expliquer la glaciation instantanée des organes internes d'Alexei. Certains spéculent sur la libération d'un gaz inconnu ou sur un contact avec un phénomène naturel anormal. D'autres parlent d'expériences secrètes impliquant des armes froides, au sens propre comme au sens figuré. En février 1997, un jeune étudiant de Perm nommé Alexander Chernov décida de se rendre au col de Dyatlov pour comprendre de manière indépendante les mystères de cette célèbre tragédie qui s'était déroulée il y a près de 40 ans. Il était alors en 5e année et étudiait l'histoire. Pendant son temps libre, il aimait le tourisme
et lisait tout ce qu'il pouvait trouver sur le groupe Dyatlov. Alexandre discutait beaucoup avec ses amis, essayant d'avancer de nouvelles versions des faits. Mais il en vint progressivement à la conclusion que les arguments sur papier ne serviraient pas la cause. Il veut tout voir de ses propres yeux et se prépare minutieusement. Il fait ses valises, s'habille chaudement, compte tenu du climat rigoureux de l'Oural, et emporte une tente, une réserve de nourriture pour 10 jours et des cartes topographiques. Certains de ses camarades de classe étaient prêts à partir ensemble, mais au dernier moment, ils se sont décommandés et Alexander est finalement parti seul. À Perm, de nombreuses connaissances ont été surprises par son courage. Après tout, le col de Dyatlov a depuis longtemps une mauvaise réputation et en hiver, il est particulièrement dangereux. Mais Chernov pensait que l'essentiel était de ne pas perdre sa vigilance et de garder un œil sur les prévisions. Il s'est rendu à Ivdel, la grande ville la plus proche, en train, et là, il s'est arrangé avec un chauffeur pour l'emmener plus près du début de la piste touristique. Il n'a indiqué à personne le point de départ exact afin d'éviter toute publicité inutile et de pouvoir ensuite présenter les résultats de l'enquête comme une surprise. Alexander pensait pouvoir faire une partie de l'itinéraire en 7 à 8 jours et explorer au moins brièvement la région du col. Et il espérait qu'à la fin du mois, il reviendrait à Perm et raconterait à tout le monde ce qui s'y passait vraiment. Cela faisait exactement 7 jours qu'il avait disparu de la vue de ses connaissances. Et c'est au même moment que les sauveteurs, ou plus exactement, une petite expédition de volontaires, ont découvert son campement. En effet, plusieurs groupes de touristes étaient au courant des projets d'Alexander et avaient comploté pour se mettre à sa recherche s'il ne revenait pas à la date convenue. Comme son silence s'éternisait, 2 alpinistes expérimentés et 2 gardes-chasse de la région ont uni leurs forces et sont partis sur les sentiers. Orientés vers les points possibles d'implantation du campement, ils arpentent l'espace autour du col. Finalement, dans l'un des creux, ils ont remarqué une tente qui, d'après la description, correspondait à celle d'Alexandrov. En s'approchant, les chercheurs sont restés perplexes. La tente reposait directement sur la neige. Elle n'était pas endommagée extérieurement. Les embouteillages de motoneige et de vent autour d'elle n'avaient pas entamé son intégrité, mais son propriétaire n'était pas là. En essayant de regarder à l'intérieur, les gens ont vu qu'une partie de l'équipement était soigneusement pliée et que des gants, une veste et même un pantalon chaud étaient posés à proximité. Tout indique qu'Alexander a quitté la tente en ne portant que des sous-vêtements thermiques. Le plus étrange, c'est que sur la neige environnante, il y avait des chaînes d'empreintes de pas allant dans différentes directions depuis le camp, comme si un homme ou des hommes avaient marché au hasard vers la forêt, puis vers la colline. Après avoir marché environ 500 mètres le long de l'une de ces empreintes, les chercheurs ont trouvé le corps d'Alexander Chernov. Il était assis sur la neige, le dos appuyé contre une pierre basse, les jambes légèrement fléchies, les mains pressées sur la poitrine. Il ne portait presque aucun vêtement, seulement un mince t-shirt et un short thermique, apparemment laissé sous les couches principales. Sa peau présentait les premiers signes d'engelure et son visage était figé dans une expression de détachement. Plusieurs sauveteurs expérimentés ont immédiatement reconnu les signes de ce que l'on appelle le déshabillage paradoxal, qui se produit chez les personnes à un stade sévère de l'hypothermie. Lorsque la température corporelle chute brutalement, la personne a une fausse impression de chaleur et, prise de panique, se déshabille, commettant ainsi une erreur fatale. Cependant, la situation elle-même reste confuse. Pourquoi Alexander, en jugé par les traces, marchait-il de long en large près de la tente au lieu de retourner à l'abri le plus rapidement possible? Les hommes regardent autour d'eux, espérant trouver des signes de lutte ou la présence d'animaux, mais ils ne trouvent rien. La neige, trempée dans la lumière des nuages élevés, n'est que fouettée par le vent, qui par endroits en a arraché la couche supérieure. Il n'y avait pas de gouttes de sang, pas d'empreintes de pattes ou de pieds, à l'exception de celle qui était clairement celle d'Alexander.
Lorsque le corps a été déplacé, il s'est avéré que ses mains étaient serrées et qu'un petit morceau de papier était resté entre ses paumes. D'une manière ou d'une autre, l'issue tragique est devenue évidente. Alexander Tchernov est mort, apparemment, d'hypothermie. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter la tente chaude, terrorisé et aéré presque nu? Certains sauveteurs ont émis l'hypothèse que le randonneur avait développé le mal des montagnes ou une désorientation mentale causée par l'hypothermie. Officiellement, l'affaire a été classée, la cause du décès étant hypothermie et accident. Pour les connaisseurs, ce n'est que la moitié de la réponse. Oui, il avait froid, mais pourquoi est-il sorti sans vêtements? Pourquoi a-t-il erré? Les questions sont restées sans réponse. Un triste épisode est venu s'ajouter à l'histoire du col de Dyatlov. Alexander Tchernov est devenu une autre victime qui a voulu connaître la vérité sur les événements d'il y a 50 ans et qui est tombé sans apporter de nouveaux indices. Dans la mémoire de ses camarades, il est resté un homme déterminé, passionné par tous les vrais mystères de l'Oural. On raconte encore que les lettres de quelqu'un se sont brouillées sur ce morceau de papier qu'il tenait dans ses paumes, comme s'il voulait dire quelque chose au monde avant son dernier souffle. Mais aujourd'hui, ce secret a dérivé dans les neiges du col, où les vents rigoureux de l'Oural ne pardonnent pas, et les questions nées dans l'obscurité de la nuit restent à jamais sans réponse. C'est tout pour l'instant. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner à la chaîne et d'écrire votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à ces personnes? Peut-être que certains d'entre vous en savent plus. Prenez soin de vous et soyez prudents en montagne, car les mystères du col de Dyatlov ne sont pas encore totalement élucidés.